La grande question était est-ce que MV, dont les caractéristiques sont la piste, quel était ou quel pouvait être l'impact de créer un supermotard aux couleurs de MV. Vous savez que Cagiva et reste pour nous et dans nos cœurs le pilier donc de la marque, mais aujourd'hui tout va se produire sous les couleurs et l'appellation MV Agusta. Ce qui est important, et on reste fidèle à nos lignes, une MV on doit la reconnaître sans identifier le logo. J'espère que ce pari-là est réussi. Bon, par exemple, ce qui est déjà un trait de caractère très fort, c'est la sortie des 3 pots. Et comme à chaque fois, aussi bien pour la F4 que pour la Brutale, nous attachons à ces aspects des choses la fierté de faire non pas un pot d'échappement, mais faire une œuvre d'art qui sert d'échappement. La différence est là. Alors effectivement, comme vous le soulignez, comme sur la Brutale B3 donc de 800 cm3 qui a été présentée sur Motonet assez récemment, cette nouvelle moto utilise un 3 cylindres donc qui développe un peu plus de 130 chevaux et aussi qui se caractérise par son recours assez généreux à l'électronique. Donc ça devient une marque de fabrique maintenant finalement chez MV Agusta, c'est-à-dire quand même beaucoup d'aides électroniques, des cartographies d'injection sélectionnables au guidon, un anti-patinage, paramétrable. C'est quelque chose que vous allez encore développer plus avant dans le futur? Oui, je crois que c'est inévitable. Alors, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect effectivement extrêmement important de l'électronique, tout ce que l'électronique peut apporter, d'une part. Et puis ensuite, il y a aussi l'aspect marketing, c'est-à-dire qu'on a regardé ce qui se faisait et que quand on sait mettre un package électronique qui soit fiable, qui soit compétitif et qui puisse exploiter et qui puisse donner une exploitation de la moto plus équilibrée, plus performant, on ne se gêne pas. Et effectivement, donc on est parti sur cette voie, on a fait, je pense, les bons choix. Très rapidement, on a su et on sait corriger et ajuster nos mappings. On est capable de les ajuster par GPS, donc ça va très très vite. On l'a démontré avec les premières F3 qui ont un petit peu souffert d'une cartographie qui avait besoin d'être améliorée. Dans les 2 mois, on l'a fait et on continue. Et ça permet effectivement de continuer dans cette voie-là parce que c'est une voie qui permet de satisfaire mieux le client, mais en même temps d'être ultra rapide pour apporter les améliorations. Et concernant donc les F4 qui subissent aussi pas mal d'améliorations pour 2013, donc la gamme F4 qui s'articule autour de 3 modèles, la F4000, la F4000R et le joyau de la couronne, la F4000RR, qui adopte pour notamment des suspensions pilotées électroniquement, un amortisseur de direction piloté électroniquement. Là encore, il y a aussi un gros effort tarifaire qui est fait sur cette gamme, puisque maintenant elle débute à 16 990 €, donc ce qui est quand même très proche maintenant, on va dire, soit des japonaises ou même des références européennes. En quelques mots, vous pouvez nous présenter les améliorations de ces superbikes? Nous, par le passé, on a souffert, on n'avait que 2 modèles. En fait, c'était on-off, je dirais, en termes de prix. Plutôt très élevé. Il était important pour nous d'avoir une échelle de prix équilibrée au mieux. Aujourd'hui, il est difficile, ou en tous les cas, il faut s'aligner. Nous ne descendons pas au milieu du marché en termes de prix et de vente parce qu'en produisant une F4 à 24 000, j'arrondis, à 24 000 €, mais avec le contenu technique, il est clair que comparé à une F4 d'il y a 5 ans, celle-ci paraît vraiment un prix extrêmement réduit puisque donc, pour souligner les caractéristiques de cette machine, c'est que effectivement donc l'électronique embarquée, mais également 4 bielles de titanium pour ce qui concerne donc la F4RR. Donc là, on fait parler la poudre, mais aussi un petit peu de portefeuille, puisqu'on parle tout de même de 24 000 €. À l'inverse, on a voulu aussi permettre donc d'entrer dans l'hypersportive en s'approchant, je ne pense pas qu'on soit au prix des japonaises, mais on s'approche, ou en tous les cas, on permet un choix plus facile éventuellement pour basculer sur une F4 en entrée de gamme que chez nous ça me fait un peu sourire parce que à 16 900 l'entrée de gamme reste quand même une MV avec les caractéristiques qui sont l'MV, la partie cycle, le bras aussi en magnifique et une électronique embarquée. Je tiens à souligner que sur les F4, les 3 modèles, toutes elles sortiront avec shifter intégré. Donc aussi grâce à cette électronique qui a été donc passée du 3, donc ça a fait ses classes sur le 3 et là on a basculé donc ce savoir-faire et ces résultats extraordinaires que ce type d'électronique apporte à nos machines.
Très bien. Enfin, dernière chose, la gamme brutale 4 cylindres qui évolue quand même sensiblement cette année parce que donc la 920 lancée assez récemment disparaît du catalogue suite vraisemblablement donc à une réception on va dire modeste en termes de succès et donc la gamme redémarre directement avec la 1090. Donc vous pouvez nous expliquer les raisons de ce choix et la vision que MV a maintenant de l'avenir de cette gamme brutale? Alors, c'est difficile parce que bon, la 920, c'est super bien vendu en Allemagne, en Italie. La France n'a pas été vraiment acquise par ce produit qui, je tiens à souligner, est un produit extrêmement équilibré. 130 chevaux, 11 990 pour une vraie MV. Peut-être un peu dépouillée en termes esthétiques, mais une vraie MV sur la partie cycle, etc. Donc, c'est une machine que moi, personnellement, je regrette un petit peu parce que c'était une vraie machine qui aurait pu satisfaire beaucoup de monde. Mais alors on s'est interrogé, plus que par le prix, on s'est interrogé sur la cylindrée du moteur 920. Donc on a décidé qu'en fait, dès cette fin d'année, donc la 1090 vient en quelque sorte vérifier si une entrée de gamme, mais s'appelant cette fois-ci 1090, peut être mieux aimée, et en particulier par nos amis français.